Le vent balayait les cimes des monts d'Auvergne avec une violence sèche, comme si la montagne elle-même voulait chasser tout ce qui osait y demeurer. Dans une petite cabane de pierres épaisses et de poutres anciennes, nichée à flanc de colline, Élodie vivait seule à l'écart de la vallée. Elle n'avait que la terre, le silence et le souvenir d'un père disparu depuis 5 ans. Aucun voisin, aucun ami, juste des souvenirs figés dans le froid. Chaque matin, elle se levait bien avant le lever du soleil, enroulée dans une épaisse couverture de laine, le visage piqué de froid malgré le feu qui couvait dans l'âtre. Elle enfilait ses bottes, nouait ses cheveux avec un ruban usé et sortait affronter l'aube grise. Le jardin, sous la neige ou la pluie, livrait à peine de quoi survivre. Quelques légumes racines, des herbes sauvages, des œufs quand ces 2 vieilles poules daignaient pondre. C'était une vie dure, mais Élodie n'en voulait pas d'autre. La ville, elle ne l'avait pas revue depuis l'enterrement de son père, un certain matin d'hiver où la brume avait avalé le chemin du retour. Les gens y parlaient trop, posaient trop de questions, faisaient des promesses qu'ils ne tenaient jamais. Elle préférait le calme rugueux des montagnes à la chaleur fausse des conversations de village. Depuis ce jour, personne n'avait gravi la pente menant à sa cabane. Les jours passaient identiques, usants. Elle lisait parfois les vieux carnets de son père, un homme taiseux, sculpteur de bois et rêveur solitaire. Elle entretenait le potager, raccommodait ses vêtements, coupait du bois, surveillait les renards. Et les nuits. Les nuits étaient longues, surtout celles d'hiver, quand le vent hurlait entre les arbres et que les volets claquaient comme des tambours d'alerte. Ce soir-là, justement, le vent soufflait plus fort que d'habitude. Il faisait si froid que même le feu dans la cheminée semblait hésiter à continuer. Élodie referma sa cape autour d'elle, s'assit près du foyer et ajouta une bûche presque trop humide pour brûler. Les flammes vacillèrent, puis reprirent, rouges et incertaines. Elle ferma les yeux un instant, laissant la chaleur gagner ses joues gelées. Puis, un bruit, sec, net, inattendu. 3 coups frappés à la porte. Son cœur se figea. Personne ne venait ici. Personne ne frappait à cette porte. Elle resta pétrifiée, les yeux rivés au bois massif qui la séparait du dehors. 1 seconde, 2, 3, puis encore 3 coups, plus forts, plus pressés. Le vent semblait s'être arrêté pour écouter. Elle se leva lentement, comme si le moindre bruit pouvait briser un équilibre fragile. Elle attrapa la vieille hache posée près de la cheminée et avança, pas à pas, vers la porte. Son souffle était court. Ses doigts tremblaient légèrement. La poignée glacée grinça sous sa main. Elle resta là, sans bouger, l'oreille tendue. Le silence à nouveau. Pas un cri, pas un murmure. Peut-être le vent avait-il joué avec ses nerfs. Peut-être avait-elle rêvé. Mais au moment où elle allait faire demi-tour, un dernier coup, plus faible, comme une supplique. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Pendant un long moment, elle hésita. Son père lui avait toujours dit « La montagne est dure, mais le cœur ne doit pas l'être. » Et pourtant, qui oserait grimper jusqu'ici par un temps pareil? Un voyageur perdu? Un bandit? Un esprit du passé? Son esprit était en tumulte, mais quelque chose en elle, peut-être cette solitude profonde qui jamais ne dormait tout à fait, la poussa à tendre la main. Avec lenteur, elle abaissa la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement douloureux. Le vent s'engouffra, glacé et hargneux, soulevant ses cheveux comme des ombres vivantes. Sur le seuil, une silhouette. Un homme trempé jusqu'aux os, les vêtements couverts de boue et de neige. Il se tenait à peine debout, les lèvres bleuies, le regard bas. Une plaie rouge barrait sa tempe, et ses mains tremblaient comme des feuilles prêtes à tomber. Élodie recula d'un pas, instinctivement. L'homme leva une main en signe de paix, puis murmura d'une voix rauque, presque inaudible. « Donnez-moi abri, juste pour une nuit. Demain, je partirai. » Un silence pesant s'abattit entre eux. Le vent hurlait à nouveau derrière lui, poussant des rafales de glace dans la pièce. Élodie fixait cet inconnu, chaque fibre de son être criant méfiance, prudence, danger. Et pourtant, elle ne savait pas pourquoi. Peut-être à cause du ton de sa voix, ou cette fatigue étrange dans ses yeux, ou peut-être parce qu'il n'y avait rien de plus terrifiant en vérité que de mourir seule sous la neige. Elle baissa lentement sa hache, puis ouvrit un peu plus la porte. L'homme entra sans dire un mot. Il s'écroula près du feu, sans même retirer ses bottes, les yeux fermés, le souffle haletant. Élodie referma la porte derrière lui. Elle était à la fois glacée de peur et étrangement calme.
Demain, il partirait. Mais ce soir, la montagne venait de changer. Il était resté là, silencieux, le dos tourné vers elle, les vêtements ruisselants et le corps parcouru de frissons. La neige fondue formait une flaque autour de lui sur le vieux parquet, mais il ne semblait pas s'en soucier. Élodie, sans dire un mot, se contenta de le contourner, jetant de brefs coups d'œil à cet inconnu qui avait franchi le seuil de sa solitude. Elle ne savait rien de lui, pas même son nom, et pourtant il était là, réchauffé par son feu, hébergé dans sa cabane, protégé du froid qui tuait sans prévenir. Elle alla chercher une vieille couverture qu'elle posa sur ses épaules sans le toucher. Il sursauta légèrement, comme surpris par la douceur du geste, puis murmura un mot de remerciement à peine audible. Sa voix était rauque, profonde, et chaque syllabe semblait porter le poids d'une fatigue ancienne. Il ne leva pas les yeux vers elle, ne chercha pas à expliquer plus que nécessaire. Il acceptait l'aide, rien de plus. Après quelques minutes, Élodie déposa devant lui une tasse de tisane fumante. Il la prit avec des doigts engourdis, puis souffla doucement avant d'en boire une gorgée. Ce n'est qu'alors qu'il la regarda pour la première fois. Son regard était trouble, fatigué, mais étrangement lucide. Elle y lut une forme de retenue, presque de honte. Puis il parla. « Je m'appelle Luc. Je ne suis pas un danger pour vous. J'ai juste besoin d'un toit. Pour une nuit. Demain, je pars. » Sa voix ne tremblait pas, mais chaque mot semblait peser, comme s'il les mesurait pour ne pas trop en dire. Élodie hocha la tête sans répondre. Elle ne voulait pas en savoir plus. Pas encore. Elle se contenta d'ajouter du bois dans l'âtre et de l'observer du coin de l'œil. Son instinct lui criait de rester sur ses gardes, mais il y avait aussi cette curiosité qui grandissait, lente mais persistante. Luc s'était endormi sur la chaise, le visage tourné vers le feu. Sa blessure à la tempe avait saigné. Une fine traînée séchée descendait jusqu'à sa joue. Élodie s'approcha avec prudence et observa la plaie. Ce n'était pas profond, mais le coup avait dû être violent. Elle alla chercher un linge propre, le mouilla légèrement et nettoya la blessure avec douceur. Luc rouvrit les yeux, surpris. « Vous avez été frappé ?» demanda-t-elle simplement. Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux puis murmura « Disons que j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment. » Elle aurait pu insister, mais elle n'en fit rien. La conversation s'arrêta là, suspendue dans une tension muette. Elle retourna à ses occupations, préparant un peu de soupe avec ce qu'elle avait sous la main. Des pommes de terre, un peu d'ail, une poignée de haricots secs. Pendant qu'elle coupait les légumes, elle sentait son regard sur elle, discret, mais insistant. Lorsqu'ils s'assirent pour dîner, Luc ne mangea que quelques cuillerées, comme si son corps ne pouvait pas encore supporter la chaleur du repas. Le silence était pesant. Élodie n'aimait pas le bruit, mais ce silence-là n'était pas le sien. Il était rempli de choses non dites, de questions suspendues, de souvenirs peut-être. Elle se surprit à l'observer plus longuement. Il n'avait rien d'un vagabond classique. Son manteau était usé, mais de bonne qualité. Ses mains, bien qu'abîmées, montraient les gestes précis d'un homme qui avait travaillé avec régularité, pas seulement survécu. Ce fut au moment de desservir la table qu'elle remarqua quelque chose de troublant. Luc, sans même regarder autour de lui, désigna une petite étagère dans un coin sombre de la pièce. « Votre père, c'est lui, sur le vieux portrait accroché là-bas, non ?» Élodie se figea, la soupière à la main. Elle se retourna lentement. Le tableau était ancien, presque invisible dans l'ombre. Un portrait en noir et blanc, légèrement jauni, représentant un homme au regard dur, le menton couvert d'une barbe mal rasée. Pierre Dubois, son père. « Comment savez-vous qu'il est là ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Luc sembla comprendre qu'il avait trop dit. Il hésita, puis haussa les épaules. « Il vous ressemble. Et c'est un endroit où on mettrait un souvenir, non ?» Mais Élodie n'était pas dupe. Le portrait était mal éclairé, caché derrière un rideau de poussière et des bocaux anciens. Même quelqu'un qui vivrait ici ne penserait pas immédiatement à regarder là. Et surtout, personne d'autre que son père et elle ne connaissait la disposition précise de cette pièce. Elle n'avait jamais parlé de ce portrait à personne. Même ceux du village n'avaient jamais mis les pieds ici. Elle ne répondit pas. Elle rangea les restes du dîner sans un mot, mais son esprit travaillait. Quelqu'un qui savait, quelqu'un qui avait déjà été ici ou qui connaissait Pierre Dubois. Luc affirmait qu'il partirait demain, mais Élodie savait déjà qu'elle ne fermerait pas l'œil de la nuit. Plus tard, lorsqu'elle s'enroula dans sa couverture, allongée sur son vieux matelas de laine, elle écouta les craquements du bois, les souffles du vent et le silence entre eux,
Luc s'était installé près du feu, refusant qu'on lui donne le lit. Il fixait les flammes, sans bouger, comme s'il y lisait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Élodie garda les yeux ouverts longtemps. Ce regard, cette connaissance trop précise des lieux, cette blessure étrange, tout sonnait faux. Elle ne croyait pas au hasard. Et surtout, elle ne croyait pas que Luc soit simplement un voyageur perdu. Il y avait quelque chose de plus profond, une histoire qu'il ne voulait pas raconter, une vérité qui se cachait entre ces silences. Elle n'avait pas de preuves, juste une intuition née de l'isolement aiguisé par les années. Et cette intuition lui disait que cet homme connaissait son père, qu'il savait des choses, peut-être trop. Au matin, elle saurait, ou elle le ferait parler. Mais pour l'instant, elle resta là, les yeux grands ouverts, écoutant chaque respiration, chaque craquement, chaque murmure du vent, comme si le passé lui-même tentait de revenir dans cette cabane oubliée. Elle avait ouvert sa porte. Et désormais, plus rien ne serait comme avant. Le soleil tardait à se lever ce matin-là, caché derrière un épais rideau de nuages gris. L'air était chargé d'humidité, et la neige s'était transformée en une boue glacée qui collait aux bottes et engluait les chemins. Élodie s'était levée plus tôt que d'habitude, les traits tirés, l'esprit encore assombri par les soupçons de la veille. Elle s'habilla en silence, enfila son manteau de laine râpé et s'approcha du foyer. Luc était toujours là, affaissé sur la chaise, profondément endormi. Pendant un instant, elle hésita. Il semblait plus calme ainsi, presque vulnérable. Son visage, bien que marqué par la fatigue, laissait entrevoir une certaine douceur, mais ce n'était pas suffisant pour dissiper le doute. Elle se pencha pour ramasser les restes de bois près de l'âtre, faisant volontairement un peu de bruit pour le réveiller. Il sursauta légèrement, puis se redressa, clignant des yeux à la lumière pâle du jour naissant. « Vous partez ce matin, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Luc acquiesça d'un hochement de tête. Il tenta de se lever, mais à peine avait-il fait 2 pas qu'il vacilla. Il s'agrippa au dossier de la chaise, puis s'effondra à genoux, le souffle court. Élodie accourut, surprise malgré elle. « Vous êtes brûlant. Attendez. » Elle le soutint jusqu'à la chaise et le força à s'asseoir. Son front luisait de sueur, et ses mains tremblaient plus que la veille. Elle n'eut pas besoin d'être médecin pour comprendre. Luc n'était pas en état de partir. Une fièvre sourde l'avait gagné pendant la nuit, aggravée par le froid et sa blessure. Elle alla chercher un linge humide, le posa sur son front, puis commença à préparer une infusion d'herbes qu'elle gardait pour les cas de grippe. Elle le veilla durant des heures. Il ne parlait presque pas, se contentait de boire par petites gorgées et de fermer les yeux par moments. En le déshabillant partiellement pour mieux soigner sa plaie, elle remarqua une marque étrange sur son épaule gauche, dissimulée sous la chemise. Ce n'était pas une blessure récente, mais une vieille cicatrice, nette, en forme de demi-lune. Elle s'arrêta, saisie. Cette forme, elle l'avait déjà vue, des années auparavant. Un détail presque oublié, flou, comme un souvenir d'enfance que l'on croit rêver. Son regard resta fixé sur la cicatrice pendant plusieurs secondes, puis elle referma doucement la chemise, sans rien dire. Elle retourna s'asseoir, mais son esprit, lui, ne se reposa pas. Elle fouilla dans sa mémoire, cherchant à se rappeler où elle avait vu cette marque. Un visiteur? Un ami de son père? Un journal? Non, c'était plus personnel. Quelqu'un qu'elle avait déjà rencontré, brièvement peut-être, mais dont elle se souvenait. Un lien fragile venait de se créer entre cette cicatrice et un passé qu'elle croyait enterré avec Pierre Dubois. Le reste de la journée passa lentement. Luc, allongé, oscillait entre lucidité et somnolence. Élodie sortit brièvement pour chercher de l'eau à la source, puis revint avec des herbes fraîches pour la tisane. En fouillant dans la vieille commode pour trouver une couverture supplémentaire, son regard tomba sur le sac de Luc posé près du mur. Il était entrouvert. Elle ne put résister. Elle s'agenouilla, l'ouvrit lentement et commença à examiner ce qu'il contenait. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques vêtements usés, un carnet fermé par une ficelle, un mouchoir brodé d'initiales effacées et au fond, un objet métallique enveloppé dans un morceau de toile. Elle le sortit, déroula la toile et sentit son cœur se serrer. C'était un canif. Un vieux canif en bois et acier, usé par les ans, mais reconnaissable entre mille. Gravé sur le manche, les initiales PD Pierre Dubois, son père. Elle resta là, immobile, le canif dans la main, incapable de détacher son regard de cet objet qu'elle croyait disparu depuis des années.
Elle se souvenait parfaitement de la dernière fois qu'elle l'avait vu. Son père taillait une sculpture dans un morceau de frêne, assis près de l'étang. C'était un outil qu'il ne quittait jamais. Et maintenant, il était là, entre les mains d'un inconnu, venu frapper à sa porte par une nuit d'hiver. Elle se leva brusquement et retourna près de Luc. Il ouvrit les yeux à son approche, devinant sans doute ce qu'il attendait. Elle posa le canif sur la table devant lui et le fixa droit dans les yeux. « D'où vient ce couteau? Pourquoi l'avez-vous » Luc baissa les yeux. Il semblait chercher ses mots, peser ses réponses. Finalement, il murmura, d'une voix plus claire qu'auparavant, « Votre père me l'a donné, il m'a sauvé la vie autrefois. C'était une promesse. Une promesse de quoi? Qu'est-ce que vous lui devez? Ou qu'est-ce que lui vous devait ?» Il resta silencieux un moment, puis répondit, le regard fuyant, « Il m'a protégé à une époque où personne ne voulait le faire. Je lui ai juré que si un jour je pouvais rendre l'appareil, je le ferais. Je suis venu ici pour tenir parole. » Élodie sentit la colère monter en elle. Ce n'était pas une explication. Pas vraiment. Trop floue, trop creuse. Et ce regard qu'il évitait, ce ton trop calme, tout sonnait faux. Ce n'est pas suffisant. Vous avez ce couteau, vous connaissez cette maison, vous saviez pour le portrait. Et cette cicatrice, je l'ai déjà vue. Vous me cachez quelque chose. Luc releva enfin les yeux vers elle. Son regard n'était pas agressif. Il semblait fatigué, usé, comme si le mensonge lui pesait autant qu'à elle. Ce n'est pas le moment, mais je vous le dirai. Bientôt. Élodie se redressa. Elle avait atteint sa limite. Ce n'était plus de la méfiance, c'était une certitude. Luc était lié au passé de son père. Et pas par hasard. Elle ne le forcerait pas à parler, mais elle trouverait elle-même les réponses. Elle passa le reste de la soirée à fouiller dans les affaires de son père, dans la pièce qu'elle avait presque laissée intacte depuis sa mort. Les tiroirs, les boîtes, les étagères couvertes de poussière. Elle ouvrit les vieux carnets, relut les notes sur le bois, les dessins d'arbres, les croquis de visages oubliés. Rien d'évident, mais elle savait qu'elle finirait par trouver. Luc dormait à nouveau, ou feignait de dormir. Élodie le regarda une dernière fois avant de quitter la pièce. Ce n'était plus simplement un inconnu en quête d'un abri. C'était un homme avec une dette, une histoire, et peut-être un secret qu'on avait voulu garder loin d'elle. Elle n'en avait plus aucun doute. Cet hiver n'allait rien avoir d'ordinaire. Dès les premiers signes de l'aube, Élodie était déjà debout. Elle n'avait presque pas dormi. L'image du canif gravé aux initiales de son père hantait ses pensées, au même titre que la cicatrice en forme de demi-lune. Rien de ce qu'avait dit Luc ne suffisait à expliquer ce mélange de familiarité troublante et de silence volontaire. Elle avait appris, en vivant seule, à écouter ce que les gens ne disaient pas, et ce que Luc taisait pesait bien plus lourd que ses rares mots. La neige s'était durcie pendant la nuit, et les branches des sapins penchaient sous le givre. Dans cette clarté pâle de l'hiver, la cabane semblait elle aussi garder un secret. Élodie descendit dans la remise attenante, où son père avait autrefois installé un atelier de menuiserie. Depuis sa mort, elle n'y mettait les pieds que rarement. Pourtant, ce matin-là, tout l'appelait à y revenir. La pièce était couverte de poussière. Des copeaux de bois desséchés gisaient au sol, figés dans le silence des années. Sur l'établi, les outils n'avaient pas bougé. Leurs poignées portaient encore la forme de mains qui n'existaient plus. Elle s'attarda sur une étagère en hauteur, où plusieurs blocs de bois entamés prenèrent la poussière. Et là, gravés dans l'un d'eux, elle reconnut sans difficulté les mêmes initiales. PD, toujours la même main, la même pression sur le bois, les mêmes gestes précis. Mais ce qui attira son attention, ce fut une planche plus ancienne, glissée derrière d'autres morceaux. En la tirant, elle vit qu'elle avait été entamée de plusieurs coups de canif, répétés, rageurs, comme si quelqu'un avait tenté d'y effacer quelque chose. En la retournant, elle découvrit ce que son père avait tenté de masquer. Le bois avait été gravé avec soin, presque tendresse. Et malgré les entailles, elle parvint à déchiffrer une inscription à demi effacée. Pour elle, en mémoire de cette nuit où tout a basculé. Son souffle se coupa. Elle ne connaissait personne portant ce prénom. Sauf Luc. Elle fixa l'inscription pendant plusieurs minutes. Le lien se renforçait, devenait presque évident. Pierre Dubois avait non seulement connu Luc, mais lui avait dédié quelque chose. Cette gravure ne parlait pas d'un simple geste de secours. Il y avait de l'intimité là-dedans. Une dette, une complicité peut-être. Mais pourquoi n'en avait-il jamais parlé?
Pourquoi garder une relation aussi secrète? Pourquoi ce silence obstiné? Elle retourna dans la pièce principale, les mains couvertes de poussière, et se posta devant Luc. Il ouvrit les yeux, comme s'il l'avait attendu. Elle ne le laissa pas parler. « Vous mentez, ou plutôt, vous cachez. Mon père vous connaissait, vraiment. Et vous étiez ici avant. Il vous a sculpté un morceau de bois, gravé votre initiale. Et ce canif, il ne l'aurait jamais donné à quelqu'un sans raison. » Luc se redressa lentement. Il prit une longue inspiration. Cette fois, il ne chercha pas à nier. « Je ne veux pas vous mentir, mais je ne suis pas encore prêt à tout dire. Ce n'est pas une histoire simple, Élodie. Votre père a fait ce qu'il a pu pour me protéger. Et aujourd'hui, je fais ce que je peux pour respecter ce qu'il m'a demandé. »« Il est mort, répondit-elle, le ton sec. Vous ne lui devez plus rien. Et moi, je veux comprendre. J'ai le droit de savoir ce que vous cachez, ce que lui a pu me cacher. » Luc baissa les yeux, puis se leva avec difficulté. Son visage exprimait une forme d'épuisement moral plus que physique. Il s'approcha de son sac, en sortit un petit carnet usé, le caressa du pouce comme on touche un objet fragile, puis le rangea à nouveau sans l'ouvrir. « Ce que vous cherchez est dans le passé de votre père, mais ce n'est pas un passé dont il était fier. » Élodie s'éloigna. Elle ne voulait pas entendre d'excuses ou de demi-révélations. Si Luc ne parlait pas, elle irait chercher ses réponses ailleurs. Elle passa la journée entière dans la vieille chambre de pierre, fouillant chaque tiroir, chaque recoin. Elle remonta des boîtes de lettres anciennes, des notes manuscrites, des outils rouillés, des journaux locaux. Elle ouvrit un coffre qu'elle n'avait jamais osé forcer auparavant. Il contenait des vêtements, un carnet de croquis et des objets sans grande valeur apparente. Mais c'est en marchant sur une latte branlante près du lit qu'elle entendit un son creux. Elle se pencha, retira la planche et découvrit un espace creusé dans le plancher. Une cache. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu huilé, se trouvait une lettre, soigneusement pliée, un peu jaunie par le temps. Elle la sortit avec précaution et lut ce qui était écrit sur l'enveloppe. À elle. Si jamais je ne peux plus parler. Son cœur se serra. Il n'y avait plus aucun doute possible. Luc n'était pas un hasard. Il était attendu. Depuis longtemps. Elle ouvrit la lettre, ses mains tremblaient légèrement. L'écriture de son père, ferme mais hésitante, s'étalait sur 2 pages. « Luc, si tu lis ceci, alors j'ai échoué à tenir ma promesse jusqu'au bout. Tu n'as jamais voulu que je la paie, mais moi je savais que tôt ou tard, il faudrait affronter ce que nous avons fait. Je n'ai pas pu empêcher ce qui s'est passé. J'ai fait ce choix pour protéger ma fille, et je vis avec chaque jour. Ce que nous avons enterré, ce que nous avons décidé de cacher, devait le rester. Mais je sens que le passé s'impatiente. S'il revient, fais ce que tu crois juste, mais protège-la, s'il te plaît. Protège Élodie. » Elle relut la lettre plusieurs fois, incapable de détacher son regard des mots. Ce n'était pas seulement un aveu, c'était un appel, une demande de confiance adressée à un homme dont elle ignorait tout. Elle sortit de la chambre, la lettre à la main. Luc la vit arriver, lut dans ses yeux que quelque chose avait changé. Elle ne lui donna pas la lettre. Pas encore. Elle voulait d'abord entendre sa version, sans influence, sans mensonge, juste la vérité. Qu'avez-vous enterré, vous deux? Qu'est-ce que vous vouliez cacher à ce point? Qu'est-ce qui pouvait être assez grave pour qu'il écrive ça? Luc ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, son visage avait perdu toute trace de défense. Quelque chose que personne ne voulait retrouver. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre père. Mais je suppose que le moment est venu. Élodie s'assit face à lui, la lettre encore pliée dans sa main. Elle ne le quitterait pas des yeux tant qu'il n'aurait pas tout raconté. Le silence s'était installé dans la pièce, comme une couche de givre sur les vitres. Élodie, toujours assise face à Luc, tenait fermement la lettre trouvée sous la latte du plancher. Sa mâchoire était serrée, son regard ancré dans celui de l'homme qui, malgré sa pâleur, semblait prêt à affronter enfin ce qui devait l'être. Elle ne parla pas. Elle attendit qu'il prenne l'initiative, qu'il mette des mots sur cette vérité suspendue depuis trop longtemps. Luc baissa les yeux, inspira longuement puis se lança. « Votre père et moi, nous nous sommes rencontrés il y a bien des années, par hasard, dans des circonstances que je n'ai jamais oubliées. À cette époque, je fuyais. Une histoire sale, une erreur que je croyais pouvoir fuir en quittant tout derrière moi. J'étais jeune, perdu. Votre père, lui, portait aussi quelque chose. Une erreur différente, mais tout aussi lourde. Il m'a tendu la main alors qu'il n'y était pas obligé.
Il aurait pu me dénoncer, me chasser. Au lieu de ça, il m'a hébergé pendant plusieurs semaines, ici même. C'est là que nous avons enterré ce que nous ne voulions pas affronter. Élodie ne bougea pas. Elle gardait le visage fermé, mais son esprit tentait d'assembler les pièces. « Enterré ?» répéta-t-elle d'une voix plus dure. Luc hocha la tête. « Oui, une boîte, des papiers, des preuves, des documents compromettants. Quelque chose qui liait votre père à un homme puissant de la région. Quelque chose qu'il n'assumait plus, mais qu'il n'avait jamais su affronter de front. Au lieu de tout avouer, il a tout enfoui. Et moi, j'ai accepté de garder ce secret. Parce que moi aussi, j'avais intérêt à ce qu'on oublie. » Élodie serra la lettre entre ses doigts. L'encre semblait vibrer sous ses yeux. Elle se leva brusquement, se dirigea vers la cheminée, puis s'arrêta. Elle ne voulait pas brûler la lettre. Elle voulait la comprendre. Chaque phrase était un aveu, mais encore trop vague. Elle retourna dans la chambre de son père. Là-bas, la poussière semblait plus épaisse que jamais, comme si elle s'accumulait à mesure que les souvenirs refaisaient surface. Elle tira à nouveau la latte du plancher et inspecta l'espace vide. Elle avait l'intuition que d'autres choses pouvaient être cachées dans cette maison. En fouillant plus en profondeur derrière l'armoire, elle sentit une irrégularité dans le mur. Le bois était plus creux à un endroit. Elle prit un couteau et gratta doucement. Une planche mal fixée céda. Derrière, elle découvrit un compartiment étroit, dissimulé. À l'intérieur, une enveloppe épaisse, jaunie, ficelée avec soin. Elle l'ouvrit. Une nouvelle lettre. Mais cette fois, l'écriture était plus nerveuse, les lignes plus serrées. Elle n'était pas adressée à Luc, mais simplement datée et signée. Pierre Dubois, janvier 1995. Elle lut en silence. « J'écris cette lettre en sachant qu'elle ne sera peut-être jamais lue. Ce que j'ai fait dans ma jeunesse, je ne peux plus le réparer. Mais je peux le confesser. Étienne Blanchard m'a approché un soir d'automne. Il voulait acheter des terres, mais certaines appartenaient déjà à des familles anciennes, bien établies. Il m'a proposé de falsifier des documents de cadastre pour faire passer certaines parcelles comme abandonnées. J'étais jeune, j'avais besoin d'argent, je n'ai pas réfléchi. Luc faisait partie de l'une de ces familles lésées. Leur maison a été saisie, leur vie détruite. Élodie sentit son estomac se nouer. Le nom d'Étienne Blanchard résonnait comme une cloche d'alerte. Elle connaissait ce nom. Un notable du village voisin, propriétaire terrien, ancien élu local, un homme respecté. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il soit mêlé à une histoire pareille. Elle continua à lire. Quand j'ai compris ce que j'avais fait, il était trop tard. Les terres avaient changé de main. Les familles avaient été expulsées. Luc avait tout perdu. Des années plus tard, je l'ai retrouvé, errant près des bois. Il m'a reconnu. J'ai cru qu'il allait me tuer. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il s'est effondré. Et je l'ai hébergé. Nous avons tout enterré, littéralement. Je lui ai demandé pardon. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais oublier, mais qu'il voulait tourner la page. J'ai gardé les documents, je les ai cachés. Et j'ai attendu. Peut-être qu'un jour ma fille aurait besoin de savoir. Élodie ne sut plus quoi penser. La colère, la tristesse, la trahison se mélangeaient en elle. Son père, ce modèle de droiture qu'elle avait idolâtré, avait été complice d'une spoliation. Et Luc, cet inconnu, était une victime directe. Elle retourna dans la pièce principale avec l'enveloppe et les lettres en main. Luc leva les yeux vers elle, mais elle ne lui parla pas. Elle posa les papiers sur la table, un à un, lentement. « Vous étiez l'un des propriétaires lésés, dit-elle simplement. Votre famille a été détruite à cause de mon père. Et vous êtes revenu non pas pour vous venger, mais parce qu'il vous a protégé en partie après coup. Vous êtes venu ici pourquoi exactement ?» Luc semblait fatigué, vidé. « Je suis venu parce que j'ai appris sa mort, parce que je voulais m'assurer que la vérité ne mourrait pas avec lui. Je ne veux pas de vengeance. Je veux que son choix ait servi à quelque chose. Il a porté sa culpabilité jusqu'au bout, mais il est temps que d'autres sachent. » Il sortit de sa poche une clé en fer, rouillée. Elle portait un petit ruban rouge effiloché. Il a enterré cette boîte dans une clairière à l'est, près du vieux chêne penché. La clé ouvre le cadenas. J'y suis retourné il y a quelques mois, mais je n'ai pas osé ouvrir seul. Ce que vous décidez de faire ensuite, ce sera votre choix. Élodie observa la clé. Elle la prit sans répondre. Le métal était froid, mais elle sentit son poids symbolique. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre l'histoire. Il s'agissait de la confronter, de la sortir du sol et de la regarder en face. Elle passerait bientôt à l'action,
même si tout en elle lui criait de rester loin de cette clairière. Mais elle savait qu'elle n'avait plus le droit d'ignorer. Plus maintenant. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris uniforme, dense, sans relief. L'air était lourd, humide, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Élodie, emmitouflée dans son manteau épais, gardait les yeux rivés sur la clé rouillée que Luc lui avait remise la veille. Elle n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, les mots de son père, recopiés dans son esprit, ligne après ligne, s'étaient entrelacés avec ceux de Luc. Elle n'arrivait pas à comprendre comment l'homme qu'elle avait tant admiré avait pu faire partie d'un système aussi corrompu. Pire encore, elle avait grandi dans l'idée que son père était victime d'un monde injuste, alors qu'il avait été, au moins un temps, un acteur silencieux de cette même injustice. Luc dormait toujours, allongé près du feu. Sa respiration était plus régulière, sa fièvre semblait avoir diminué. Malgré tout, il ne faisait aucun effort pour se défendre ou minimiser les faits. Il parlait peu, mais ce qu'il disait n'était jamais creux. Ce silence-là, Élodie le respectait presque. Elle avait passé sa vie à écouter ce que les autres taisaient, et maintenant tout prenait un autre sens. Elle se leva, prit la clé, un couteau à la ceinture, une gourde d'eau et une vieille pelle appuyée contre le mur. Elle jeta un dernier regard à Luc avant de franchir la porte. « Je reviens avant la nuit. » Luc ouvrit les yeux à ce moment-là, mais ne répondit pas. Il hocha simplement la tête. Il savait où elle allait. La neige avait fondu à certains endroits, laissant la terre lourde et trempée. Les arbres nus formaient des silhouettes maigres dans la brume matinale. Élodie suivit l'ancien sentier qui menait à l'est, là où son père l'emmenait parfois lorsqu'elle était enfant. Il lui avait parlé d'un grand chêne penché, un arbre solitaire, étrange par sa forme, mais impressionnant par sa taille. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis plus de 10 ans. En marchant, elle sentait la terre s'enfoncer légèrement sous ses pas. Chaque bruit était assourdi, comme si le sol voulait retenir les secrets enfouis. Après plus d'1 heure de marche, elle parvint à la clairière. Le chêne était toujours là, immense, tordu, comme s'il avait été courbé par le poids des années. Ses racines creusaient la terre en de longs sillons sinueux, et le sol, à son pied, semblait avoir été déplacé par le passé. Elle posa son sac, sortit la pelle, et chercha l'endroit exact que son père avait peut-être mentionné un jour sans qu'elle y prête attention. Finalement, elle choisit un point entre 2 grosses racines où le sol était légèrement plus meuble. Elle commença à creuser. Au début, la terre humide se laissait faire, mais plus elle s'enfonçait, plus la résistance se faisait sentir. Elle dut s'acharner pendant près d'1 heure avant que la pelle ne bute contre quelque chose de dur. Elle écarta la terre avec les mains et vit un coin de métal noirci. La boîte. Elle la sortit avec effort. Elle n'était pas très grande, mais lourde. Un cadenas rouillé pendait sur le devant, encore fermé. Élodie sortit la clé, l'inséra avec précaution. Un déclic sourd. Le couvercle s'ouvrit lentement en grinçant. L'intérieur était parfaitement sec. À l'intérieur, elle trouva un ensemble de documents soigneusement emballés, protégés par une toile cirée. Des plans cadastraux, des actes de propriété falsifiés, des lettres échangées entre Étienne Blanchard et son père. Mais surtout, il y avait des carnets contenant des listes de noms, des dates, des montants. Élodie feuilleta tout rapidement. Ces documents étaient accablants. Ils prouvaient non seulement la falsification de propriété, mais aussi le système mis en place pour faire pression sur certaines familles, les forcer à vendre ou à quitter leurs terres sous la menace. Des familles comme celle de Luc. Tout y était. Les signatures, les tampons officiels, les annotations manuscrites. Certaines lettres étaient même signées d'un notaire aujourd'hui à la retraite, connu dans la région. Au fond de la boîte, elle trouva une photo. Un vieux cliché en noir et blanc, froissé. On y voyait 3 hommes debout près d'un champ fraîchement clôturé. Son père, plus jeune, Étienne Blanchard, reconnaissable malgré les années, et un 3e homme qu'elle ne connaissait pas. Ils souriaient tous les 3, une main sur l'épaule, une cigarette à la main, une image de complicité, de réussite, une image insupportable. Élodie referma la boîte, la serra contre elle. Elle resta là, assise sur le sol, incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Le vent s'était levé. Pas un vent violent, mais une brise glacée qui mordait la peau. Elle pensa à sa mère, morte jeune, à son père qu'elle croyait connaître, à Luc qui, malgré tout, était revenu ici avec la vérité, alors qu'il aurait pu tout simplement tourner le dos.
Elle rentra en fin d'après-midi, la boîte dans le sac, les doigts engourdis, le cœur serré. En ouvrant la porte, elle vit que Luc s'était levé. Il se tenait debout, appuyé contre le mur, comme s'il attendait une sentence. « Vous l'avez trouvé, dit-il. » Elle hocha la tête, posa la boîte sur la table et laissa les papiers s'éparpiller devant lui. « C'est ce que vous cachiez tous les deux, ce qui devait rester enterré. » Luc prit l'un des documents, le feuilleta lentement. Il ne semblait pas surpris. Il voulait le brûler. Je l'ai convaincu de ne pas le faire. Je lui ai dit qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de savoir. Il a accepté, à condition qu'on l'enterre, qu'on l'oublie. Mais la vérité, on ne l'enterre jamais bien longtemps. Élodie s'assit en face de lui. Ses mains tremblèrent de froid, ou peut-être de colère. Elle ne savait plus très bien. « Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Que je dénonce Étienne? Que je détruise son nom, son pouvoir ?» Luc ne répondit pas tout de suite. Il regarda le feu, puis la boîte, puis elle. « Ce n'est pas à moi de décider. C'est votre histoire aussi maintenant. Votre père n'était pas parfait, mais il a essayé à sa façon de réparer. À vous de choisir ce que vous voulez faire de cette réparation. » Le feu crépitait. Le bois se fendait doucement, comme si le passé, enfin, lâchait prise. Élodie ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle savait que le silence, désormais, serait une complicité, et elle n'était pas prête à en faire partie. Le matin se leva dans un silence que seul l'hiver s'est imposé. Le givre couvrait chaque parcelle de la forêt autour de la cabane, et la lumière perçait à peine les nuages bas. Dans la pièce principale, la boîte ouverte trônait toujours sur la table, ses documents étalés en désordre comme une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Élodie avait passé la nuit à relire, à comparer, à relier les noms et les faits. Chaque ligne de ces papiers confirmait la profondeur de la fraude et le rôle de son père dans ce qui s'était passé. Mais au cœur de ce dédale de preuves, un nom revenait avec insistance, inscrit sur plusieurs pages, associé à diverses transactions et annotations. Étienne Blanchard. Ce nom, elle le connaissait depuis l'enfance. Il apparaissait dans les conversations des anciens du village, évoqué avec respect, parfois avec crainte. Propriétaire de vastes terrains agricoles, investisseur discret dans plusieurs entreprises locales, ancien conseiller municipal. Officiellement, un homme intègre, respecté, presque intouchable. Mais dans ses documents, son nom apparaissait comme celui d'un instigateur. Il dirigeait les manœuvres, orchestrant les transferts illégaux de terres et les pressions sur les familles. Élodie comprenait mieux maintenant le mutisme de son père, sa colère rentrée, son éloignement progressif du village. Il avait collaboré à quelque chose qu'il avait ensuite voulu fuir, mais on ne fuyait pas ce genre de choses. Même enfouie, elle finissait toujours par refaire surface. Et maintenant, c'était à elle de décider si elle voulait porter ce fardeau seule ou l'exposer au grand jour. Elle décida de retourner au village. Cela faisait des mois qu'elle n'y avait pas mis les pieds, depuis bien avant l'hiver. Elle enfila son manteau le plus chaud, glissa quelques documents dans un sac et partit à pied, refusant d'utiliser la vieille mobilette qui dormait dans l'abri. Elle avait besoin de sentir chaque pas, chaque souffle d'air, chaque battement de cœur. Elle avait besoin de se confronter à cette terre qu'elle croyait connaître, mais qui avait été façonnée par des décisions qu'elle ignorait. La route était glacée, mais dégagée. Le village, encore endormi, semblait figé dans le temps. Les rideaux tirés, les volets clos, les toits couverts de givre. En passant devant l'épicerie, elle croisa le regard de la vieille Madame Roussel qui, derrière la vitre embuée, lui fit un signe discret de la tête. Elle répondit par une inclinaison rapide, sans s'arrêter. Elle n'était pas là pour les formalités. Elle se dirigea vers la petite bibliothèque municipale, où travaillait encore M. Delmas, un homme discret et méthodique qui avait été l'ami de son père dans une autre vie. Il la reçut avec surprise, mais sans jugement. « Élodie ? Quelle bonne surprise, ça fait longtemps. J'ai besoin de consulter les archives cadastrales du village, dit-elle immédiatement. Celles d'il y a une trentaine d'années. Tu peux m'y donner accès ? Il fronça les sourcils, mais acquiesça. Bien sûr. Viens, suis-moi. Dans l'arrière-salle, des étagères entières de registres poussiéreux reposaient dans le silence. Elle passa plus de 2 heures à consulter, comparer, noter. Les noms étaient là, les mêmes que dans les papiers de la boîte. Des familles déplacées, d'autres devenues subitement propriétaires, des anomalies sur les dates de transfert, des signatures qui ne correspondaient pas.
Étienne Blanchard apparaissait comme intermédiaire dans plusieurs de ces actes, souvent par l'intermédiaire d'hommes de paille. La fraude était réelle, documentée, consignée. Avant de partir, elle interrogea Delmas à brûle-pourpoint. « Tu connaissais bien mon père. Tu savais ce qu'il avait fait ?» Il parut hésiter, mais finit par hocher la tête lentement. On a tous su à un moment. Certains ont fermé les yeux, d'autres ont préféré partir. Lui, il a voulu rester, mais en se coupant de tout. Il n'a jamais dit un mot, et personne n'a osé le forcer. Élodie repartit en silence, les papiers contre elle comme un bouclier fragile. En approchant de la cabane, elle sentit que quelque chose clochait. La porte était entr'ouverte. Elle accéléra le pas, entra brusquement. Tout était sans dessus-dessous, les meubles déplacés, les papiers renversés, les tiroirs vidés. Et Luc avait disparu. Elle fit rapidement le tour. Pas de traces de lutte, mais l'évidence d'une fouille méticuleuse. Quelqu'un était venu ici pour chercher les documents. Quelqu'un qui savait où les trouver. Elle comprit aussitôt. Étienne. Il avait dû apprendre le retour de Luc, peut-être par quelqu'un du village. Peut-être avait-il des hommes à son service qui surveillaient les allées et venues. Et maintenant, il avait frappé. Il avait enlevé Luc. Élodie sentit une colère froide monter en elle. Il ne s'agissait plus d'un secret de famille, mais d'un affront direct. Elle sortit précipitamment, suivant les traces laissées dans la neige encore fraîche. Des empreintes lourdes, probablement celles de 2 hommes. Elle les suivit jusqu'à la lisière de la forêt, là où un chemin plus large serpentait en direction du vieux moulin abandonné. Mais les traces s'arrêtaient là, brouillées par le passage d'un véhicule. Trop tard. Elle retourna à la cabane et, cette fois, elle fit ce qu'elle aurait dû faire dès le début. Elle prit tous les documents, les lettres, les preuves, les classa soigneusement, en fit 2 copies à la main, consciencieusement, sans se presser. Chaque mot, chaque chiffre, chaque nom recopié à l'identique. Elle rangea les originaux dans un sac, cacha les copies dans une boîte de métal qu'elle enterra près de la remise, sous un tas de bûches. Elle savait que la suite serait risquée, mais elle était prête. Luc avait été pris. Étienne l'avait fait taire, du moins le croyait-il. Mais cette fois, Élodie ne serait pas une spectatrice. Elle ne fuirait pas. Elle exposerait la vérité, quelle qu'en soit la conséquence. Non pour laver la mémoire de son père, mais pour libérer ceux qui, comme Luc, avaient été condamnés au silence. Et dans cette décision, elle trouva une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. La nuit était tombée, lourde et impénétrable. Dans la cabane renversée par des mains étrangères, Élodie s'affairait sans relâche. Chaque document qu'elle avait copié, chaque feuillet classé à la hâte, avait été placé dans une boîte métallique qu'elle dissimula sous les bûches empilées derrière la remise. Elle ne savait pas combien de temps elle avait avant que quelqu'un ne revienne fouiller à nouveau, ni même si Luc était encore en vie. Mais elle savait une chose, elle ne laisserait pas Étienne Blanchard faire taire ce qui avait été découvert. Le lendemain, Élodie prit le chemin du village une fois encore, cette fois pour rencontrer quelqu'un capable de confirmer ce qu'elle soupçonnait depuis qu'elle avait lu les noms dans les documents. Elle alla frapper à la porte de l'ancienne institutrice, Madame Séguret, qui avait pris sa retraite il y a quelques années et vivait seule dans une petite maison au bord du ruisseau. C'était une femme rigoureuse, autrefois crainte pour sa sévérité, mais respectée pour son honnêteté. Elle avait vu passer des générations d'élèves et connaissait mieux que personne les histoires de famille du village. Madame Séguret la reçut avec une surprise mesurée, mais l'écouta avec attention lorsqu'Élodie prononça les mots « propriété volée, faux document, nom d'Étienne Blanchard ». L'ancienne institutrice se redressa, croisa les bras et déclara d'un ton sec « C'est une plaie ouverte que tu veux gratter, ma fille. Mais il est temps, oui. Il y a longtemps que cette vérité ronge ce village en silence. » Elle se souvenait, elle aussi, de la famille de Luc, les Morel, des gens discrets, travailleurs, propriétaires d'un petit domaine transmis depuis 3 générations. Et puis, du jour au lendemain, tout avait disparu. Un litige foncier, disaient certains. Une vente incomplète, disaient d'autres. Mais personne ne savait rien de précis, et ceux qui savaient avaient toujours gardé le silence. Élodie lui montra une copie d'un des documents de la boîte. Une lettre signée par Étienne, avec des annotations sur la pression à exercer contre les Morel pour les forcer à vendre. Madame Séguret blêmit légèrement en la lisant. « Voilà la preuve. Voilà ce qu'on attendait. Tu ne peux plus le garder pour toi. Il faut que la presse voie ça, que les autorités soient saisies. Il est encore puissant, mais pas intouchable.
Mais avant cela, Élodie devait retrouver Luc. Elle retourna au village, questionnant discrètement quelques personnes de confiance. La plupart ne savaient rien ou n'osaient rien dire, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un jeune garçon, Jules, le fils de la boulangère, qui lui glissa timidement. « Je l'ai vu, le monsieur blessé. Ils l'ont emmené vers le lac, 2 hommes. Il avait les mains attachées. » Elle le remercia d'un hochement de tête et partit en courant. Le lac, en cette saison, était partiellement gelé, isolé. Personne n'y allait en hiver, à part quelques promeneurs ou des chasseurs. C'était l'endroit parfait pour se débarrasser d'un homme sans témoin. Et elle comprit que le temps pressait. Elle attrapa sa pelle, sa gourde et sa hachette, puis prit la direction du sentier qui menait au lac. Il lui fallut plus d'1 heure pour y parvenir, progressant rapidement malgré la neige fondante. Le froid mordait ses joues, mais elle ne ralentissait pas. À mesure qu'elle approchait, elle entendait des voix. Basse, nerveuse. Elle s'accroupit derrière un rocher, observa. Luc était là, à genoux sur la berge, les mains liées dans le dos, la tête basse. Autour de lui, 3 hommes. L'un d'eux parlait au téléphone, visiblement en train de recevoir des ordres. Un autre tenait une corde, le 3e une pelle. Élodie n'avait plus aucun doute sur leurs intentions. Étienne ne prenait pas de risque. Il voulait faire disparaître Luc, sans laisser de traces. Elle devait agir. Mais seule, elle n'avait aucune chance de les affronter de front. Elle fit ce qu'elle pouvait. Elle sortit discrètement une copie de la lettre d'Étienne, la glissa dans une pochette plastique avec une note manuscrite. « Il y a plus, beaucoup plus. Si vous touchez à Luc, tout sortira. » Puis elle fit un détour à travers les bois, contourna le lac et lança le paquet devant les hommes en sortant de sa cachette à découvert. « Arrêtez tout. Vous voulez le faire disparaître? Très bien. Mais alors toute la France saura qui est Étienne Blanchard et ce qu'il a fait. J'ai déjà envoyé des copies à un journaliste régional. Il ne manque qu'un appel pour que tout soit publié. » Les hommes se figèrent. Celui au téléphone raccrocha précipitamment. Un silence tendu s'installa. Élodie avançait lentement, prudemment, les mains visibles, mais son regard était dur, déterminé. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de marge. Le bluff devait paraître réel. Heureusement, ce n'en était pas un. « Vous avez peur de moi ?» lança-t-elle. « Vous devriez avoir peur de ce que j'ai découvert. J'ai les actes, les lettres, les plans. Même votre notaire est dedans. Si vous touchez à Luc, je fais tout sauter. » Les hommes se regardèrent, hésitants. Le vent faisait craquer la glace. Finalement, celui qui tenait la corde la lâcha. Luc tomba en avant, haletant. L'un des hommes grogna. « On n'est pas là pour se battre avec des souvenirs. Mais attention, fille, tu joues à un jeu dangereux. » Élodie les laissa partir. Elle attendit qu'il soit loin pour s'approcher de Luc, qu'elle aida à se relever. Il était faible mais vivant. Son visage portait les marques de coups récents, mais ses yeux brillaient encore d'une lueur intacte. « Tu es venu, » murmura-t-il. « Je n'allais pas te laisser là, pas après ce qu'on a découvert. » Elle le soutint jusqu'à un bosquet où elle avait laissé une couverture et un peu d'eau. Il but à petites gorgées, les mains encore tremblantes. Ils restèrent là 1 heure, le temps qu'ils reprennent des forces. Sur le chemin du retour, Élodie pensa à tout ce qu'elle allait devoir faire. Le village, les journaux, les preuves. Mais elle savait une chose. Ce n'était plus seulement l'histoire de son père ou celle de Luc. C'était devenu son combat. Et elle n'avait plus peur. Le retour du lac fut long et éprouvant. Luc, bien que libre, peinait à marcher, soutenu par Élodie à chaque pas. Le froid s'intensifiait à mesure que la nuit tombait et leurs vêtements humides collaient à leur peau, mordus par le vent. Lorsqu'ils atteignirent enfin la cabane, tout était encore en désordre. La pièce principale portait les traces évidentes d'une fouille brutale. Tiroirs renversés, coussins éventrés, objets jetés au sol. Élodie l'aida à s'asseoir près du feu, ralluma quelques braises, puis se mit à ranger, mécaniquement, sans parler. Elle avait besoin de reprendre possession des lieux, d'éloigner l'intrusion, de réaffirmer que cette maison n'était pas un lieu à prendre. Luc, toujours affaibli, observait en silence. Son regard passait d'un coin à l'autre, comme s'il voulait s'assurer qu'aucun document n'avait disparu, que les preuves étaient toujours là. Élodie, après avoir mis de l'eau à chauffer, retourna derrière la remise et déterra la boîte de métal qu'elle avait soigneusement enfouie. Elle l'ouvrit, vérifia l'intégralité des copies, les lettres, les plans, les carnets. Tout était intact, mais quelque chose, pourtant, la poussait à fouiller plus loin. Plus tard dans la nuit, alors que Luc dormait d'un sommeil lourd,
Elle retourna dans la chambre de son père, encore bouleversée depuis les derniers jours. Elle alluma une lampe à huile, s'installa sur le sol et commença à passer au peigne fin tous les carnets personnels restés dans le coffre. La plupart contenaient des notes de menuiserie, des esquisses de meubles, des relevés de dimensions, des listes de matériaux. Mais dans l'un d'eux, plus ancien et plus abîmé, elle remarqua quelque chose d'anormal. Des pages avaient été arrachées. Pas une, mais plusieurs. L'angle des déchirures, la violence du geste, tout montrait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'un simple oubli. C'était volontaire et récent. Les bords n'étaient pas jaunis comme le reste du carnet, mais encore nets, comme si la déchirure datait de quelques semaines tout au plus. Élodie sentit son cœur se serrer. Quelqu'un, probablement après la mort de Pierre, était revenu chercher ce carnet. Peut-être Luc, peut-être Étienne, peut-être quelqu'un d'autre. Mais une chose était certaine, ce qui avait été arraché était important. Elle reprit les carnets un par un, traquant la moindre anomalie. Puis, dans un second cahier, elle trouva une annotation presque effacée au crayon. Quelques lignes écrites à la hâte sur le revers d'une page inutilisée. Son père y parlait d'un hiver très froid, d'un regret tenace et d'un garçon qu'il n'avait jamais pu protéger assez tôt. Il ne nommait pas Luc, mais chaque mot semblait pointer vers lui. « Je me suis tu quand j'aurais dû parler. Je me suis caché quand j'aurais dû me battre. Et maintenant, il revient. J'espère qu'il saura lire ce que je n'ai pas su écrire. » Élodie relut ces lignes plusieurs fois. Son père écrivait pour lui-même, mais aussi pour ceux qui viendraient après. Il savait qu'un jour, quelqu'un retrouverait ses traces. Il espérait que ce quelqu'un saurait les comprendre. Au petit matin, elle apporta le carnet à Luc. Il le prit entre ses mains, le regarda longuement, puis releva la tête. Il l'avait gardé alors. « Tu savais pour ce carnet ?»« Non, mais je m'en doutais. Il écrivait quand il pensait que je dormais. Je ne l'ai jamais vu faire, mais je l'entendais parfois tourner les pages ou murmurer ce qu'il écrivait. Il avait besoin de poser les choses quelque part, ce qu'il n'arrivait pas à me dire de vive voix. » Élodie l'observa puis s'assit en face de lui. Elle voulait des réponses claires, assez de demi-mots. « Pourquoi reviens-tu vraiment ? Pourquoi maintenant, alors que tout semblait enterré ? Tu dis ne pas vouloir de vengeance. » Mais ce n'est pas toute la vérité. Luc resta silencieux pendant quelques secondes, puis il baissa les yeux. « Tu as raison, ce n'est pas toute la vérité. Je suis revenu parce que j'ai appris que Blanchard montait un nouveau projet, une extension de ses terres sur une ancienne zone forestière. Et dans les papiers, j'ai vu des noms que je connaissais, des familles autrefois chassées qui allaient être à nouveau lésées. J'ai compris qu'il recommençait, que ça ne s'était jamais vraiment arrêté. Alors je suis venu retrouver ton père. Je voulais savoir s'il avait gardé des preuves. Je voulais l'aider à faire tomber Blanchard. » Il se tut un instant, puis ajouta « Mais il était mort. Et toi, tu étais là. J'ai pensé partir. Et puis, tu m'as ouvert la porte. » Élodie l'écoutait sans l'interrompre. Elle comprenait mieux maintenant. Luc ne cherchait pas à se venger pour le passé, mais à empêcher que les mêmes erreurs se reproduisent. Il ne voulait pas seulement que la vérité sorte, il voulait que Blanchard ne puisse plus nuire à personne. Tu aurais pu aller voir la police, la presse, n'importe qui, et me faire expulser, accusé de vol ou pire. Je n'ai pas de statut clair. Je vis de petits boulots, sans adresse fixe. Qui m'aurait cru, mais toi, tu avais le nom, la légitimité. Et maintenant, tu as les preuves. » Élodie hocha lentement la tête. Elle comprenait enfin pourquoi son père avait écrit dans ses carnets avec tant de précaution. Pourquoi il avait gardé Luc caché dans sa mémoire. Il avait reconnu sa faute, mais il avait aussi tenté, à sa manière, de réparer. Et c'était maintenant à elle de décider ce que cette réparation signifiait. Elle prit une décision. Elle allait contacter un journaliste. Pas un de ces tabloïds régionaux, mais quelqu'un de sérieux, capable de traiter l'affaire avec rigueur. Elle avait une copie complète des documents, les témoignages, les lettres, les registres. Et si Blanchard essayait encore de nuire, elle enverrait tout. Mais elle savait aussi que pour mener cette action, elle devait faire vite. Les hommes d'Étienne n'avaient pas réussi à faire disparaître Luc, mais ils n'avaient sûrement pas dit leur dernier mot. Elle posa une main sur l'épaule de Luc. « On va sortir cette histoire. Jusqu'au bout. Tu as ma parole. » Il ne répondit pas, mais son regard était plus clair. Pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait vraiment croire qu'il pouvait y arriver. Et pour la première fois, elle aussi y croyait. L'air du matin était coupant, presque tranchant. La cabane avait repris un semblant d'ordre, mais chaque objet déplacé portait la trace de l'intrusion.
Rien n'avait été volé cette fois, mais le message était clair. Il savait, il pouvait revenir, et il reviendrait. Élodie avait dormi peu, Luc encore moins. Il avait repris quelques forces depuis l'agression, mais restait affaibli. Les ecchymoses sur son visage n'étaient pas encore complètement résorbées, et la fatigue se lisait dans chacun de ses gestes. Élodie avait passé une bonne partie de la nuit à préparer ce qu'elle appelait désormais le dossier Blanchard. Chaque document était numérisé avec un vieux scanner récupéré dans l'école désaffectée. Chaque feuillet classé en doubles exemplaires, chaque photo annotée. Elle avait même commencé à rédiger un témoignage personnel, racontant tout depuis le soir où Luc avait frappé à sa porte jusqu'à la découverte des documents enfouis. Elle voulait que rien ne soit laissé au hasard. Si quelque chose lui arrivait, tout devait pouvoir être publié sans délai. Mais avant d'envoyer quoi que ce soit, elle devait s'assurer que Blanchard n'agissait pas déjà. Le nom de l'ancien conseiller municipal apparaissait à plusieurs reprises dans les documents comme l'instigateur d'une série de manœuvres foncières douteuses, parfois violentes. Il fallait des preuves actuelles de son implication, pas seulement des traces du passé, mais une démonstration claire qu'il était toujours actif, toujours prêt à écraser ceux qui se mettaient en travers de sa route. Elle décida de retourner au lac. Elle voulait comprendre pourquoi Luc y avait été emmené. Ce lieu isolé, glacial, n'était pas un simple décor de menace. Il y avait peut-être quelque chose de plus. En interrogeant Luc à nouveau, elle apprit que Blanchard y possédait une ancienne cabane de pêche. Officiellement abandonnée, elle était parfois utilisée, à en croire les souvenirs de Luc, comme point de rendez-vous discret avec certains de ses collaborateurs. Il s'en souvenait parce qu'il y avait été emmené une première fois, des années auparavant, à l'époque où son père s'était fait expulser de leur propriété. Blanchard y recevait des hommes en costume, parfois même des élus, selon ce qu'on murmurait au village. Ce fut donc vers cette cabane qu'Élodie se dirigea. Cette fois, elle prit la vieille mobilette de son père. Le froid la mordait aux joues, mais elle n'hésita pas. En une trentaine de minutes, elle atteignit le bord du lac, la berge encore figée dans la glace. Elle abandonna le véhicule dans un fourré et continua à pied. Le sol crissait sous ses pas. Elle contourna la rive, puis aperçut enfin, à travers les arbres, la silhouette sombre de la cabane de pêche. Elle s'approcha à pas feutrés. Pas de fumée, pas de bruit. Elle s'approcha du mur latéral et colla l'oreille contre les planches. Rien. Elle tenta la porte, fermée par un cadenas moderne. Elle sortit le tournevis qu'elle avait glissé dans sa poche et força doucement. Après quelques minutes de patience et d'effort, le loquet céda. L'intérieur était exigu, poussiéreux, mais clairement entretenu. Une table, 2 chaises, une étagère contenant des bouteilles d'eau, quelques vivres, une vieille radio. Mais surtout, un dossier cartonné posé sur la table, fermé par une bande élastique. Elle l'ouvrit. Des plans, des lettres imprimées. Des échanges entre Blanchard et un promoteur immobilier basé à Clermont-Ferrand. L'objet, l'achat d'une vaste parcelle de forêt appartenant à l'État, censée être inutilisée, mais en réalité occupée depuis des générations par des familles locales vivant hors du système foncier officiel. Le dossier contenait des évaluations, des cartes, des notes sur les habitants, leurs profils, leur résistance éventuelle. Le mécanisme se répétait. Forcer les gens à partir, déclarer les terres vacantes, les racheter à prix dérisoire, puis construire dessus ou les revendre. Blanchard n'avait jamais cessé. Il avait simplement perfectionné ses méthodes. Élodie prit des photos de chaque page. Lorsqu'elle entendit un bruit de moteur au loin, elle rangea tout en vitesse et quitta les lieux en courant. Elle fit un large détour pour ne pas être vue, puis remonta sur la mobilette. Elle n'était pas une journaliste ni une inspectrice, mais ce qu'elle avait entre les mains était suffisant pour déclencher une enquête, si elle l'utilisait bien. De retour à la cabane, elle trouva Luc prêt à partir. « Tu fais quoi ?» demanda-t-elle, surprise. « Je pars. Je n'ai plus le droit de rester ici. Je vous mets en danger. Blanchard n'abandonnera pas. Il ira plus loin, et je ne veux pas que tu en paies le prix. » Elle s'agenouilla devant lui, lui tendant les nouvelles preuves. « Tu ne vas nulle part. On a ce qu'il faut. Il utilise encore les mêmes méthodes. Il ne s'est jamais arrêté. Et maintenant, on peut le prouver. » Luc baissa les yeux. Elle vit qu'il luttait intérieurement. Le réflexe de fuir était plus fort que tout. C'était une habitude forgée par des années d'errance, de peur, de perte, mais elle le fixa avec une intensité calme. « Si tu pars, tu rends tout ça inutile. Si tu pars,
Il gagne encore une fois. Tu m'as dit que tu voulais que ça s'arrête. Eh bien c'est maintenant, tu restes. Tu témoignes. Et ensemble, on met fin à tout ça. Luc hocha la tête lentement. Il comprenait. Et pour la première fois, il accepta de rester non pour survivre, mais pour affronter. Élodie contacta alors un journaliste d'investigation qu'elle avait repéré dans un journal régional sérieux, connu pour avoir fait tomber un ancien maire corrompu quelques années plus tôt. Elle lui transmit un extrait des documents, suffisamment pour éveiller son intérêt, mais pas assez pour mettre en péril l'intégralité du dossier. Ils prirent rendez-vous 2 jours plus tard, dans une ville voisine. Le journaliste voulait voir les preuves, interroger Luc, croiser les informations. Il promettait de publier si tout était vérifié. 2 jours. Ce serait le délai. Élodie et Luc organisèrent tout. Itinéraire, copie de sécurité, point de relais. S'ils étaient interceptés, les documents devaient quand même parvenir aux journalistes. La pression était immense, mais la détermination encore plus forte. Elle regarda une dernière fois la boîte métallique, fermée, posée sur la table. Elle pensa à son père, à ce qu'il avait caché, à ce qu'il avait tenté de réparer, et elle sut qu'il n'aurait pas voulu qu'elle renonce. Ils allaient y aller. Ils allaient affronter le monde qu'il avait fui. Et cette fois, personne ne les ferait taire. Le jour du rendez-vous approchait, et chaque minute semblait plus lourde que la précédente. Élodie et Luc avaient tout préparé avec rigueur, les documents classés en plusieurs copies, les témoignages écrits, les photos annotées, les relevés cadastraux, les carnets de Pierre Dubois, et même des extraits de conversations enregistrées en cachette dans la cabane de pêche. Tout cela tenait dans 2 grands dossiers cartonnés, protégés par une valise renforcée. Une version numérique était stockée sur 2 clés USB distinctes, dissimulées dans des endroits différents. Élodie n'était pas une experte en sécurité, mais l'instinct de survie aiguisé par des semaines de tension l'avait rendue méthodique. Il devait se prendre un car régional très tôt le matin, direction Issoire, où le journaliste les attendrait dans une maison d'hôte discrète à l'écart de la gare. Il avait été clair, pas de communication téléphonique le jour même, pas de nom dans les messages, pas de déplacement de dernière minute. Il connaissait les risques, et il semblait croire à l'histoire, du moins suffisamment pour l'examiner de près. Le soir avant le départ, Élodie sentit que Luc n'était pas tranquille. Il tournait en rond, vérifiait son sac à plusieurs reprises, regardait par la fenêtre comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un. Lorsqu'elle s'assit en face de lui pour dîner, il resta silencieux, jouant nerveusement avec sa cuillère. Finalement, il lâcha d'un ton rauque « Avant qu'on parte, je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à ton père, ni à personne. » Élodie le fixa méfiante. Chaque fois que Luc semblait prêt à tout avouer, une partie de son passé revenait plus trouble encore. « Je t'écoute. » Luc s'humecta les lèvres, croisa les bras, puis parla sans détour. « Il y a 19 ans, quand tout ça a commencé, j'ai voulu me venger. Pas contre ton père, pas directement, mais contre tout ce système, ceux qui avaient volé nos terres, notre maison, notre dignité. J'étais jeune, plein de rage. J'ai mis le feu à un entrepôt appartenant à un associé de Blanchard. Ce n'était pas censé faire de mal à qui que ce soit. C'était vide, fermé. Mais je ne savais pas qu'un vieil ouvrier était resté enfermé à l'intérieur pour faire l'inventaire. Il a été grièvement brûlé. Il n'est pas mort, mais sa vie a été détruite. » Il se tut, laissant la phrase suspendue. Élodie sentit une décharge lui traverser la poitrine. Elle ne s'était pas attendue à cela. Elle s'était préparée à tout, à la peur, à l'opposition, au doute. Mais pas à cette révélation, pas à cette faute grave commise par l'homme qu'elle avait choisi d'aider. « Et mon père le savait ?» demanda-t-elle, la voix serrée. « Non. Je lui ai dit que j'étais poursuivi pour une affaire de documents. Je lui ai menti. Il ne m'aurait jamais aidé sinon. Je pensais que le passé finirait par s'effacer, que l'oubli ferait son travail. Mais quand je t'ai vu reprendre le flambeau, creuser dans cette histoire, faire ce que lui n'avait jamais osé, j'ai compris que je ne pouvais plus cacher ça. Si on va devant la presse, je dois assumer tout, même ça. » Élodie se leva, fit les 100 pas dans la pièce. Elle se sentait trahie, utilisée, mais pas dans le sens qu'elle aurait imaginé. Ce n'était pas l'acte de Luc qui la mettait le plus en colère, c'était le silence. Elle avait pris tous les risques pour lui, sans savoir l'ampleur de ce qu'il portait. Et pourtant, malgré la colère, une autre voix en elle murmurait que ce qu'il disait était juste. Il devait tout dire,
Tu es conscient que s'ils enquêtent, si tu témoignes, cette histoire va remonter? Tu risques la prison. Luc hocha la tête. Je sais, et je suis prêt. Je ne veux plus fuir. Élodie retourna s'asseoir. Le silence se prolongea. Puis elle déclara « Alors, on le dira aussi, dans le témoignage. On ne se contentera pas de faire tomber Blanchard. On dira aussi ce que tu as fait. Mais à ta manière, tu parleras de ta faute, de ton intention, du remords. Tu montreras que le silence de mon père t'a protégé, mais que maintenant tu refuses cette protection. » Luc acquiesça. Son visage était tendu, mais ses traits semblaient paradoxalement soulagés. Il écrivait depuis plusieurs jours un texte qu'il appelait « Mon fragment », un récit court où il racontait sans pathos sa trajectoire. Il y ajouta cette nuit-là quelques lignes supplémentaires, manuscrites. Ce texte allait faire partie du dossier destiné aux journalistes. Ce ne serait pas seulement l'histoire de la corruption d'un homme influent, mais aussi celle d'un homme brisé par l'injustice, qui avait choisi un mauvais chemin avant de chercher, enfin, à le réparer. Le jour du rendez-vous, ils partirent avant l'aube, traversant la forêt encore gelée à pied, pour rejoindre un arrêt isolé où passait le car vers Issoire. Aucun mot ne fut échangé durant le trajet. Élodie gardait les documents contre elle, la valise verrouillée à ses pieds. Luc fixait la vitre sans la regarder vraiment. Lorsqu'ils descendirent, le journaliste les attendait déjà adossé à un lampadaire, un sac en bandoulière et une écharpe relevée jusqu'au nez. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison d'hôte, s'installèrent dans une petite salle isolée. Élodie ouvrit la valise. Le journaliste méthodique lut, questionna, compara, recoupa. Pendant 2 heures, il interrogea Luc, prit des notes, enregistra certains passages. Lorsque vint le moment de parler de l'incendie, Luc baissa brièvement les yeux mais parla sans détour. Le journaliste nota chaque mot, le visage impassible. À la fin de la rencontre, il posa ses carnets, rangea son matériel, puis déclara « Ce que vous me donnez là, c'est explosif. Il faudra vérifier chaque point, mais ça tient. Il y aura du bruit et des conséquences. Pour vous aussi, monsieur Morel. » Luc hocha la tête. « J'en suis conscient. Je publierai, pas tout d'un coup. Mais je publierai. D'abord l'affaire Blanchard, les terres, les preuves, ensuite votre témoignage. Si vous êtes prêt à assumer, vous aurez la parole. » Élodie le remercia. Lorsqu'ils quittèrent les lieux, le ciel s'était éclairci. Une lumière pâle filtrait à travers les nuages. Ce n'était pas une victoire encore, mais c'était une brèche, une faille dans l'édifice de silence bâti depuis tant d'années. Blanchard apprendrait bientôt qu'il n'était plus intouchable. Et cette fois, rien ne pourrait empêcher la vérité d'avancer. Ils étaient revenus à la cabane avant la tombée du jour, sous une lumière d'hiver qui étirait les ombres sans réchauffer le sol. Le chemin du retour s'était fait dans un silence différent de celui des jours précédents. Moins lourd mais pas encore apaisé. Une tension nouvelle régnait, faite d'anticipation et de lucidité. Le journaliste avait confirmé que l'article serait publié sous peu. L'enquête serait lancée. Étienne Blanchard serait cité. Et avec lui les années de fraude, les expropriations injustifiées, les manipulations cadastrales. Mais aussi Luc, son nom, son visage, son histoire allaient sortir de l'ombre. Non pas comme une victime anonyme, mais comme un homme qui portait aussi sa part de responsabilité. Dans la petite cuisine, Élodie allumait le feu en silence. Les braises anciennes reprenaient vie lentement. Luc l'aidait comme il pouvait, en coupant du bois, en rangeant les provisions, en réparant les objets que les intrus avaient endommagés. Leur coordination, née de la contrainte, s'était transformée en une sorte de coopération tranquille. Ni complicité naïve, ni amitié déclarée, mais un respect solide né dans la tourmente. Ce soir-là, ils dînèrent simplement, comme si c'était n'importe quel autre soir, mais chacun savait que le lendemain marquerait un point de bascule. Le journaliste avait promis un article en une du journal régional. Les ramifications seraient immédiates. Le village apprendrait. Les familles touchées par les actes de Blanchard se réveilleraient face à une vérité étouffée depuis trop longtemps. Après le repas, Luc sortit prendre l'air. Il resta un long moment dehors, les mains dans les poches, le regard perdu vers la forêt. Quand il rentra, Élodie le regarda sans parler. Il s'assit, puis murmura « Je vais me rendre ». Elle ne répondit pas immédiatement. Elle posa sa tasse de tisane, l'observa attentivement. Il poursuivit sans qu'elle l'interrompe. « Pas à cause de la presse, pas pour apaiser ma conscience, mais parce que c'est la seule manière d'assumer ce que j'ai fait.
Le passé ne disparaît pas parce qu'on le tait ou qu'on le raconte bien, il faut l'affronter. Je ne peux pas demander justice pour moi si je ne suis pas prêt à en recevoir pour ce que j'ai fait subir. Élodie soupira profondément. Elle comprenait sa décision, mais elle la contestait dans sa forme. Tu ne peux pas faire ça maintenant, pas comme ça. Pas alors que tout est sur le point d'éclater. Si tu te rends avant que l'article paraisse, ils auront tout pour te faire taire, pour discréditer ton témoignage. Ils te feront passer pour un agitateur, un criminel revanchard. Et tout ce qu'on a construit ensemble s'effondrera. Luc fronça les sourcils. Je ne peux pas me cacher davantage. Je ne te demande pas de te cacher, rétorqua-t-elle. Je te demande d'attendre, de témoigner officiellement d'abord, de dire tout ce que tu sais. Ensuite, tu feras ce que tu veux. Tu pourras te rendre, demander à être jugé. Mais pas avant que ton histoire complète soit entendue. Pas avant que Blanchard soit exposé. Il réfléchit un long moment, puis acquiesça d'un hochement de tête. Il savait qu'elle avait raison, même si son instinct lui criait de se livrer, de solder enfin ce qui le hantait depuis si longtemps. Il accepta donc de patienter. Mais il exigea quelque chose en retour. Il voulait que tout soit prêt pour sa reddition. Un avocat, une déclaration. Il voulait qu'Élodie l'aide à organiser cela. Elle accepta, non par devoir, mais parce qu'elle respectait sa démarche. Les jours suivants furent intenses. L'article parut. Le journal titrait en lettres sobres « Affaire de terre détournée », un ancien élu local impliqué. Le nom d'Étienne Blanchard était cité, preuves à l'appui. Des extraits de documents étaient reproduits, accompagnés du témoignage d'un homme présenté sous un pseudonyme. Les réactions ne tardèrent pas. Certains villageois, d'abord sceptiques, commencèrent à se souvenir, à relier des faits. Les langues se délièrent. D'anciens employés de la mairie évoquèrent des anomalies dans les registres. Des descendants de familles spoliées racontèrent ce qu'ils avaient toujours su, mais n'avaient jamais osé affirmer. Blanchard, de son côté, resta silencieux pendant plusieurs jours. Aucun communiqué, aucune apparition publique. Mais en coulisses, Élodie sut qu'il manœuvrait. Des rumeurs de pression sur le journal commencèrent à circuler. Certains témoins reçurent des appels anonymes. Un homme du village, proche de Blanchard, tenta même de faire passer Luc pour un manipulateur. Mais les preuves étaient là, trop précises, trop nombreuses, trop cohérentes. Une semaine après la publication, Élodie reçut un appel du journaliste. Il veut parler. Blanchard. Il propose une interview exclusive pour rétablir sa version des faits. Elle resta interdite un instant. Tu vas accepter? Oui, parce que ça veut dire qu'il se sent acculé, et chaque mot qu'il dira pourra être retourné contre lui. Il est trop intelligent pour nier tout. Il va forcément admettre, en partie. Ce sera suffisant pour relancer une enquête officielle. Le même jour, la mairie annonça une réunion publique exceptionnelle pour répondre aux préoccupations des habitants sur les affaires foncières passées. Blanchard y assisterait. Luc, en apprenant cela, voulut y aller. Élodie le dissuada fermement. « Pas encore. Ce n'est pas le moment. Laisse-les parler. Laisse-les s'enfoncer. Ensuite, tu interviendras. Au bon moment. Officiellement. Protégé. » Luc accepta. Mais Élodie savait qu'il lui fallait une solution. Un endroit sûr. Un refuge temporaire. Elle se souvint alors du vieux hangar agricole abandonné au sud de la forêt, à la frontière du département. Une bâtisse en ruine, mais assez solide pour servir d'abri. Avec l'aide discrète de Madame Séguret et d'un ancien camarade de son père, elle aménagea les lieux en quelques jours. Un matelas, des provisions, un réchaud, un téléphone jetable pour rester en contact. Luc y serait à l'abri jusqu'au procès, ou jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Les jours s'écoulèrent. Le nom de Pierre Dubois fut mentionné dans plusieurs discussions publiques, toujours avec prudence. Certains le défendaient, d'autres commençaient à remettre en question sa réputation. Élodie observa cela avec une distance douloureuse. Elle comprenait ces remises en question, mais elle les vivait comme une blessure. Pourtant, elle n'intervint pas. Elle savait que l'image qu'on a d'un défunt ne vaut pas plus que les actes qu'il a laissés derrière lui. Et ceux-ci parlaient pour lui. Luc, de son côté, écrivait. Il remplissait des pages entières de récits, de souvenirs, de réflexions. Il ne cherchait pas l'absolution. Il construisait un dossier de vérité. Le jour approchait où il devrait paraître devant les autorités, mais il ne le ferait pas en fuyard. Il se présenterait avec un dossier complet, un avocat, et l'appui de ceux qui comprenaient enfin que le silence, lui aussi,
était une forme de faute. Et Élodie, dans ce combat qu'elle n'avait jamais choisi, découvrait qu'on peut porter un nom sans en être prisonnière. Elle avait choisi d'agir, et ce choix avait tout changé. L'hiver tirait à sa fin, et avec lui, la lente agonie d'un silence collectif longtemps entretenu. Le vent encore glacial avait perdu de sa morsure, et les premières percées du printemps se devinaient à la fonte des dernières neiges. Dans les hauteurs d'Auvergne, la cabane d'Élodie restait intacte, comme figée au cœur d'une histoire qui, désormais, appartenait aussi à d'autres. Les piles de documents avaient été remises à la justice, les enregistrements archivés, les témoignages déposés. Tout ce qui devait être fait l'avait été. Et il ne restait plus qu'à attendre que le mécanisme judiciaire poursuive ce qu'ils avaient enclenché. Le procès d'Étienne Blanchard s'ouvrit 3 mois après la publication initiale de l'article. La pression populaire, les preuves irréfutables et les révélations successives avaient rendu impossible le silence des autorités. L'ancien élu, longtemps intouchable, était désormais accusé de fraude foncière, de corruption passive, de falsification de documents publics et de menaces à l'encontre de témoins. Son arrogance initiale s'était rapidement effondrée face à la solidité du dossier présenté par le parquet. Les anciens alliés de Blanchard, eux aussi, avaient commencé à se désolidariser, préférant coopérer avec la justice pour alléger leurs propres charges. Élodie assista à chaque audience depuis les bancs du public. Elle observait sans s'impliquer, mais son regard croisait parfois celui de Blanchard. Il ne l'ignorait pas. Il savait parfaitement qui elle était. Et dans ses yeux, elle ne vit jamais de remords. Seulement l'agacement de celui qui pensait pouvoir s'en sortir et qui n'avait pas prévu qu'une jeune femme isolée dans les montagnes ferait tomber l'édifice. Luc, lui, comparaissait comme témoin clé. Sous protection jusqu'au procès, il avait préparé son intervention avec soin, relu chaque note, chaque page de ses déclarations. Lorsqu'il se présenta à la barre, il ne demanda pas la pitié, ni même la compréhension. Il se contenta de raconter, dans les détails les plus précis, le processus de dépossession qu'avait subi sa famille, les complicités administratives, les lettres échangées avec des notaires, les menaces déguisées. Il raconta aussi de son propre chef l'incendie qu'il avait provoqué des années plus tôt, sans y être contraint par personne. La salle était suspendue à ces mots. Le silence, dans ces instants-là, avait une densité particulière. Luc n'était pas un orateur, mais sa sincérité remplaçait toute éloquence. Il termina son témoignage en assumant l'ensemble de ses actes, en précisant qu'il était prêt à comparaître pour ceux-ci dès la fin du procès de Blanchard, afin de ne pas brouiller les lignes entre les responsabilités des uns et des autres. Le juge accepta que sa situation soit traitée dans une procédure distincte. La procureure générale, impressionnée par le parcours de Luc, proposa une peine réduite avec sursis à condition qu'il continue à coopérer et à livrer tout ce qu'il savait des circuits de corruption locale. Le tribunal suivit cette recommandation. Luc ne retournerait pas en prison mais resterait sous surveillance judiciaire pendant 5 ans avec obligation de résidence dans un territoire défini. Blanchard, lui, fut reconnu coupable sur l'ensemble des charges. Condamné à 6 ans de réclusion, assorti de peines financières considérables et d'une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. La chute fut brutale et publique. Les journaux locaux titrèrent sur la fin d'une ère d'impunité. Pour beaucoup, c'était la preuve qu'un simple citoyen pouvait encore faire éclater la vérité, à condition d'avoir le courage et la ténacité nécessaires. Après le procès, Élodie retourna dans sa cabane. Les semaines suivantes, elle reçut des lettres de remerciement de plusieurs familles qui avaient été victimes des abus de Blanchard, des descendants de ceux que son père avait, malgré lui, contribué à chasser de leurs terres. Certains vinrent en personne, avec respect mais sans flatterie, pour lui dire qu'ils reconnaissaient en elle non pas une héroïne, mais une femme qui avait fait ce que beaucoup avaient redouté de faire, briser la chaîne du silence. Elle fit alors un choix que personne n'attendait. Elle transforma la vieille cabane en un lieu d'accueil pour ceux qui, comme Luc l'avait été, n'avaient nulle part où aller. Un abri temporaire, simple, sans prétention. Pas une œuvre caritative, pas un projet municipal. Juste un endroit sûr. Elle appela ce lieu la Clairière en mémoire de l'endroit où elle avait déterré la vérité. Elle y accueillit voyageurs, exilés volontaires, personnes en fuite d'elles-mêmes ou des autres. Des gens silencieux, fatigués, parfois brisés mais jamais jugés.
Luc, pour sa part, s'installa dans une petite ville à quelques kilomètres, où il fut embauché dans un atelier de menuiserie. Il travailla le bois comme Pierre Dubois l'avait fait avant lui. Il fabriquait des meubles solides, sans ornements superflus, des objets utiles, précis et silencieux. Il envoyait parfois des lettres à Élodie, rarement longues, mais toujours sincères. Il ne chercha jamais à revenir dans sa vie autrement qu'en reconnaissance discrète. Les villageois, longtemps divisés sur la mémoire de Pierre Dubois, finirent par accepter sa complexité. L'image d'un homme droit, mais faillible, d'un complice devenu protecteur. Ni héros ni monstre, juste un homme. Certains continuèrent à le blâmer, d'autres l'honorèrent. Élodie, quant à elle, ne défendait ni l'un ni l'autre. Elle conservait ses carnets comme on garde des braises, pas pour qu'elles flambent à nouveau, mais pour se rappeler ce que l'on risque si on laisse les cendres cacher trop longtemps ce qui a brûlé. À mesure que le temps passait, la cabane devint un lieu que l'on respectait. On frappait à sa porte avec hésitation, comme on demande refuge sans savoir si on le mérite. Et chaque fois, Élodie ouvrait, regardait le visiteur dans les yeux et prononçait cette phrase qui, autrefois, avait tout déclenché. Pour une nuit, ou plus si besoin. Entrez. Et lorsqu'elle refermait la porte derrière ces silhouettes de passage, elle se souvenait du froid mordant de cette nuit-là, de la silhouette tremblante, du regard fuyant, de cette voix basse qui disait « Donnez-moi abri, juste pour une nuit ». Ce soir-là, elle ne savait pas encore que tout changerait. Et pourtant tout avait changé, parce qu'elle avait ouvert la porte, parce qu'elle avait écouté, parce qu'elle avait choisi. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut.